Installez-vous confortablement. Bienvenue à la lueur de la bougie. Ce soir, je vais vous raconter mon histoire des lettres qui apparaissaient sur la buée de ma salle de bain, un message que quelqu'un essayait de me faire parvenir, encore et encore, sans jamais renoncer. Je m'appelle Camille, j'ai 31 ans et j'ai emménagé seule il y a un peu plus d'un an dans un petit appartement du deuxième étage d'un immeuble ancien, un studio agréable avec une belle hauteur sous plafond et une salle de bain un peu vieillotte mais charmante. J'avais mis longtemps à trouver ce logement après une rupture qui m'avait laissé épuisée, autant financièrement que moralement, et quand j'ai enfin signé le bail de cet appartement, j'ai ressenti un vrai soulagement, presque une renaissance, à l'idée de recommencer une vie à moi seule. L'immeuble datait du début du siècle dernier, avec ses moulures au plafond, son parquet ancien qui craquait par endroits, et cette salle de bain carrelée de blanc et de bleu, dont les carreaux d'origine, un peu fissurés ici et là, donnaient au lieu un charme rétro que j'appréciais beaucoup. J'avais eu un véritable coup de cœur pour cette pièce d'eau, en particulier, avec sa grande baignoire ancienne posée sur pied et sa fenêtre donnant sur une cour intérieure calme, un luxe rare pour un studio parisien à ce prix-là. Et j'avais imaginé, en la découvrant, de longues soirées à m'y détendre après des journées de travail chargées. Les premiers mois se sont écoulés sans le moindre incident. Je m'installais tranquillement, je redécorais petit à petit, je reprenais goût à vivre seule, à savourer mon propre rythme, sans imaginer un seul instant que cet appartement allait bientôt se rappeler à moi d'une façon que je n'aurais jamais pu anticiper. Tout a commencé un matin d'automne, plutôt banal en apparence. Je venais de prendre ma douche, la salle de bain était pleine de vapeur comme toujours, et en m'approchant du miroir pour me coiffer, j'ai remarqué, tracée dans la buée, une forme qui ressemblait vaguement à une lettre. C'était un jeudi matin, je m'en souviens très précisément, car j'étais pressée d'aller travailler ce jour-là. Sur le moment, je n'y ai pas prêté grande attention. Je me suis dit qu'il s'agissait probablement d'une trace laissée par une précédente séance de nettoyage, un résidu de produit qui réagissait différemment à la chaleur ou simplement un jeu de mon imagination, fatiguée par une nuit un peu courte. J'ai essuyé le miroir avec ma serviette, comme d'habitude, et je suis partie travailler sans plus y penser, occupée par mes préoccupations quotidiennes, loin d'imaginer que cette petite forme dans la buée allait devenir, dans les semaines suivantes, une véritable obsession. Le phénomène s'est reproduit quelques jours plus tard, un dimanche matin où j'avais pris le temps de faire couler un bain chaud, et cette fois la forme était bien plus nette, suffisamment nette pour que je reconnaisse, sans le moindre doute possible, la lettre homme tracée sur toute la hauteur du miroir. J'ai senti un frisson me parcourir le dos, un mélange de surprise et d'une inquiétude encore diffuse, pas vraiment de la peur, plutôt cette sensation étrange qu'on éprouve face à quelque chose qui ne colle pas tout à fait avec notre compréhension habituelle du monde. J'ai photographié cette lettre avec mon téléphone avant qu'elle ne s'efface progressivement avec la dissipation de la vapeur et j'ai passé une bonne partie de la journée à me demander comment une telle marque avait pu se former sur ce miroir que je nettoyais pourtant très régulièrement. En rentrant du travail ce soir-là, j'ai observé le miroir sous tous les angles possibles, à la recherche d'une explication purement matérielle, une rayure, un dépôt calcaire particulier, sans jamais rien trouver qui puisse justifier la forme si nette de cette lettre, et j'ai fini par ranger cette question dans un coin de mon esprit, préférant ne pas trop m'attarder dessus pour l'instant. J'ai fini par me convaincre qu'il s'agissait d'une explication physique parfaitement rationnelle. Peut-être un dépôt invisible laissé par mes propres doigts lors d'un précédent nettoyage, un dépôt de graisse ou de produit qui ne devenait visible qu'au contact de la chaleur et de l'humidité, formant par hasard une forme qui ressemblait vaguement à une lettre. Cette explication m'a suffi pendant quelques jours, jusqu'à ce que le phénomène se reproduise encore et encore, chaque fois avec une lettre différente. Un R, puis un E, puis un V, comme si quelque chose patiemment cherchait à composer un message bien plus long. À chaque nouvelle lettre, j'ai remarqué que le tracé devenait un peu plus assuré, les courbes plus régulières, les traits plus profonds dans la buée, comme si celui ou celle qui écrivait gagnait, au fil des jours, une certaine maîtrise du procédé, une aisance croissante dans ce moyen de communication improbable. J'ai aussi remarqué que ces lettres apparaissaient presque toujours au même endroit du miroir, légèrement décalées vers la gauche, à hauteur de mes yeux lorsque je me tenais devant le lavabo. Un détail qui, sur le moment, ne m'a pas particulièrement frappé, mais auquel je repenserai plus tard avec un frisson, en réalisant qu'il s'agissait peut-être précisément de la hauteur du regard de quelqu'un de plus petit que moi. J'ai commencé à noter ces lettres dans un petit carnet, en indiquant à chaque fois la date et l'ordre dans lequel elles apparaissaient, avec la sensation étrange de mener une enquête sur ma propre salle de bain, comme si j'assistais, impuissante, à la formation lente d'un mot que je ne comprenais pas encore. Après une dizaine de jours, j'avais réuni 7 lettres différentes, M-E-R, V-E-I-L, et j'ai commencé à envisager qu'il pourrait s'agir du début d'un mot plus long, peut-être merveille ou merveilleux, sans que cela ait le moindre sens dans le contexte de ma salle de bain.
Je me souviens avoir passé une soirée entière, un carnet ouvert sur les genoux, à essayer différentes combinaisons de mots possibles à partir de ces 7 lettres, sans jamais parvenir à une hypothèse qui me semblait réellement convaincante. Et cette incapacité à donner du sens à ce que je vivais rendait, paradoxalement, la situation encore plus angoissante que si le message avait été immédiatement clair. J'en ai parlé un soir à ma meilleure amie Sarah en lui montrant les photographies que j'avais accumulées sur mon téléphone, et elle a d'abord ri, pensant que je lui faisais une blague, avant de se rendre compte à mon expression sérieuse que je ne plaisantais absolument pas. Sarah m'a suggéré plusieurs explications rationnelles, un défaut dans le verre du miroir, une réaction chimique avec un ancien traitement anti-buée, ou même une explication plus prosaïque encore, quelqu'un qui se serait introduit chez moi pour écrire discrètement sur mon miroir avant de repartir sans laisser d'autres traces. Cette dernière hypothèse m'a particulièrement inquiétée, au point que j'ai vérifié ce soir-là toutes les fenêtres et la porte d'entrée de mon appartement sans trouver la moindre trace d'effraction, et en me rappelant que j'étais bel et bien seule chez moi à chaque fois que ces lettres étaient apparues. J'ai aussi vérifié mes relevés de caméra de l'immeuble, disponibles grâce à un système de vidéosurveillance installé dans le hall d'entrée, et je n'ai constaté aucune visite suspecte. Aucune personne étrangère n'était entrée dans l'immeuble durant les jours où les lettres étaient apparues. Cette vérification aurait dû me rassurer, mais elle a plutôt eu l'effet inverse en éliminant l'explication la plus rationnelle, celle d'une intrusion humaine malveillante, et en me laissant face à une réalité que je ne parvenais toujours pas à expliquer par des moyens ordinaires. J'ai passé ce soir-là plusieurs heures sur Internet à chercher des explications scientifiques à ce genre de phénomène, des articles sur la condensation, sur les propriétés chimiques du verre, sur d'éventuels résidus invisibles pouvant réagir à la chaleur de façon à former des motifs réguliers, sans jamais trouver d'explication réellement satisfaisante. J'ai également envisagé, l'espace d'un instant, de faire remplacer entièrement le miroir en me disant qu'un miroir neuf réglerait peut-être le problème une fois pour toutes, mais quelque chose en moi, une curiosité que je n'aurais pas su expliquer, m'a finalement retenu de franchir ce pas, comme si une partie de moi voulait, malgré la peur, continuer à observer ce qui se passait. Les lettres ont continué à apparaître presque chaque semaine désormais, et j'ai fini par recomposer un message plus complet, merveilleuse, puis un espace, puis le début d'un nouveau mot, M, A, M, formant peu à peu quelque chose qui ressemblait de plus en plus à une phrase entière plutôt qu'à un simple mot isolé. J'ai commencé à redouter, chaque fois que je prenais une douche, le moment où la vapeur envahirait la pièce et où j'oserais enfin regarder le miroir, avec ce mélange étrange d'appréhension et de fascination, comme quelqu'un qui attend une lettre importante tout en craignant ce qu'elle pourrait contenir. Mon sommeil a commencé à s'en ressentir sérieusement durant cette période. Je me couchais tard, retardant sans cesse le moment de me préparer pour la nuit par une forme d'appréhension diffuse liée à ce passage obligé par la salle de bain, et je me réveillais souvent fatigué, l'esprit encore habité par les lettres découvertes la veille. Au travail, mes collègues ont commencé à remarquer mes cernes de plus en plus marquées, et l'une d'entre elles, une amie proche prénommée Inès, m'a demandé un jour si tout allait bien, avec une insistance suffisamment sincère pour que je sois tentée, un instant, de tout lui raconter, avant de finalement me raviser, par peur de sa réaction ou de son incrédulité. Une nuit, je me suis réveillée vers 2 heures du matin, avec la sensation très nette d'avoir entendu un bruit provenant de la salle de bain, un léger crissement, comme un doigt qui glisserait sur une surface vitrée, et je suis restée allongée, immobile, le cœur battant, sans oser me lever pour aller vérifier. Le lendemain matin, en entrant dans la salle de bain à moitié endormie, j'ai découvert, sans même avoir pris de douche la veille au soir, une trace persistante sur le miroir, comme si une buée résiduelle avait suffi à révéler une nouvelle partie du message, alors même que je n'avais utilisé aucune eau chaude depuis plusieurs heures. Cette découverte a marqué pour moi un véritable tournant. Jusque-là, je pouvais encore me raccrocher à l'idée que ces lettres étaient liées à un phénomène physique lié à l'utilisation de la douche ou du bain, mais cette trace apparue sans aucune vapeur récente ne rentrait plus du tout dans ce cadre rassurant. J'ai passé une bonne partie de cette journée-là au travail sans réellement parvenir à me concentrer, l'esprit occupé par cette image du miroir embué sans raison apparente, repassant sans cesse dans ma tête les différentes hypothèses possibles, sans qu'aucune d'entre elles ne parvienne réellement à apaiser le malaise grandissant qui s'installait en moi. J'ai commencé à partir de ce moment-là à ressentir une présence dans mon appartement, particulièrement lorsque je me trouvais dans la salle de bain, une sensation diffuse d'être observée, accompagnée parfois d'une légère variation de température, comme un souffle froid passant tout près de moi. Cette sensation ne se limitait d'ailleurs pas uniquement à la salle de bain. J'ai remarqué, certains soirs, en traversant le couloir de mon appartement dans le noir, une impression fugace de mouvement dans mon champ de vision périphérique, toujours trop rapide pour que je puisse en identifier clairement la nature, mais suffisamment nette pour que je ne puisse plus l'ignorer complètement.
J'ai appelé ma mère un soir pour lui raconter tout cela, en hésitant beaucoup avant de composer son numéro, par peur qu'elle ne me prenne pour quelqu'un de fragile ou de trop anxieux, mais j'avais besoin ce soir-là de partager ce fardeau avec quelqu'un qui me connaissait depuis toujours. Ma mère m'a écouté avec attention, sans se moquer une seule fois, et elle m'a posé une question à laquelle je ne m'attendais absolument pas. Elle m'a demandé si je savais qui avait habité cet appartement avant moi, et si l'agence immobilière m'avait donné des informations sur les précédents occupants du logement. Elle m'a raconté à ce moment-là avoir elle-même vécu une expérience similaire dans sa jeunesse, dans une maison de campagne louée un été, sans jamais avoir osé m'en parler auparavant, et cette confidence inattendue m'a beaucoup touchée en me montrant que je n'étais peut-être pas la seule dans notre famille à avoir un jour côtoyé ce genre de phénomène inexpliqué. Je n'y avais jamais vraiment réfléchi auparavant. J'avais visité l'appartement vide, signé un bail standard, et je n'avais posé aucune question particulière sur l'histoire du logement, préoccupé avant tout par le loyer, la surface et la luminosité des pièces. Le lendemain, j'ai appelé l'agence immobilière qui m'avait fait visiter l'appartement en expliquant vaguement que je souhaitais connaître l'historique du logement pour des raisons personnelles, et après quelques hésitations, l'agent que j'avais eu au téléphone finit par me confirmer que l'appartement avait été occupé pendant de nombreuses années par une femme âgée. Cette femme, m'a-t-il expliqué avec une certaine réticence dans la voix, était décédée dans l'appartement, seule, plusieurs mois avant que j'en emménage, et son corps n'avait été découvert que tardivement, ce qui expliquait pourquoi le logement était resté vacant si longtemps avant d'être remis sur le marché locatif. J'ai senti un frisson glacé me parcourir tout le corps en entendant ces mots, un mélange de compassion pour cet inconnu et d'une peur nouvelle, plus concrète, plus difficile à ignorer désormais, face à l'idée que ce que je vivais dans ma salle de bain puisse être directement lié à cette femme et à sa mort solitaire. J'ai demandé à l'agent s'il connaissait le nom de cette femme et après une nouvelle hésitation, il a fini par me donner un prénom, Madeleine. Sans pouvoir m'en dire davantage, l'agence ne conservant apparemment aucune information plus précise sur les circonstances exactes de son décès. J'ai raccroché, bouleversé, et j'ai passé le reste de la journée à essayer de rassembler mes pensées, entre logique et instinct, en repensant à toutes les lettres que j'avais notées dans mon carnet et en me demandant si ce message inachevé pouvait, d'une manière ou d'une autre, provenir de cette femme, Madeleine. Ce soir-là, j'ai pris une douche avec une appréhension que je n'avais encore jamais ressentie, mon cœur battant à un rythme presque douloureux, tandis que la vapeur envahissait progressivement la pièce. Et quand je me suis enfin tournée vers le miroir, j'ai découvert, tracé avec une netteté que je n'avais encore jamais vue, plusieurs lettres formant un mot presque complet. J'ai remarqué cette fois que l'écriture semblait légèrement différente des précédentes apparitions, des lettres plus penchées, plus rapprochées les unes des autres, comme si celle qui écrivait avait cette fois quelque chose d'urgent à transmettre, une urgence que je n'avais pas ressentie de la même manière lors des lettres isolées des semaines précédentes. Mamesuis, des lettres qui, mises bout à bout avec celles que j'avais déjà notées auparavant, formaient désormais une phrase qui commençait à prendre une forme troublante, quelque chose comme merveilleuse maison, ou peut-être m'aide, suis, sans que le sens complet ne soit encore parfaitement clair pour moi. J'ai photographié ce nouveau développement, les mains tremblantes, et j'ai passé une bonne partie de la nuit à réorganiser mentalement toutes les lettres recueillies, en essayant différentes combinaisons possibles, sans parvenir à une certitude absolue quant au message complet que ces apparitions cherchaient à me transmettre. Les jours suivants, les phénomènes se sont accélérés considérablement. Les lettres n'apparaissaient plus seulement après une douche ou un bain, mais parfois même lorsque je faisais simplement couler l'eau chaude du lavabo, comme si la moindre trace de vapeur suffisait désormais à révéler ce message qui semblait s'imposer avec une urgence croissante. Une nuit, je me suis réveillée en sursaut avec la certitude absolue que quelqu'un se trouvait dans la salle de bain juste à côté de ma chambre et j'ai entendu, très distinctement, le bruit de l'eau qui coulait du robinet, alors que j'étais parfaitement certaine de l'avoir fermé avant de me coucher, comme chaque soir. Je suis restée allongée, paralysée par la peur, pendant de longues minutes, écoutant ce bruit d'eau qui continuait de couler sans discontinuer, avant de rassembler tout le courage dont j'étais capable pour me lever et aller vérifier ce qui se passait réellement dans cette pièce. Chaque pas vers cette porte fermée me semblait plus difficile que le précédent, et je me souviens avoir posé la main sur la poignée en respirant profondément, en me répétant intérieurement que quoi qu'il puisse y avoir de l'autre côté, je ne pouvais plus continuer à fuir indéfiniment ce qui se passait dans mon propre appartement. En ouvrant la porte de la salle de bain, j'ai découvert le robinet effectivement ouvert, l'eau chaude coulant abondamment et remplissant la pièce d'une épaisse vapeur, et sur le miroir déjà largement embué, un mot entier, écrit d'un seul tenant, que je n'ai eu aucun mal à déchiffrer cette fois. Le mot était simple, court, mais d'une clarté absolue. « Aide-moi,
disait la buée sur le miroir, en lettres capitales légèrement penchées, tracées avec une fermeté qui trahissait une urgence, comme si celle ou celui qui écrivait ce message avait employé toute l'énergie dont il disposait pour le rendre parfaitement lisible. J'ai fermé le robinet d'une main tremblante, en gardant les yeux fixés sur ce message, incapable de détourner le regard, et j'ai senti à ce moment précis une présence extrêmement proche de moi, presque à hauteur d'épaule, comme quelqu'un qui se tiendrait juste à côté de moi sans que je puisse le voir directement. J'ai reculé lentement hors de la salle de bain, sans jamais tourner le dos complètement à ce miroir, et je suis retournée dans ma chambre où j'ai passé le reste de la nuit assise sur mon lit, les genoux ramenés contre ma poitrine, incapable de retrouver le sommeil. J'ai envisagé à un moment de cette nuit interminable d'appeler quelqu'un, Sarah ou ma mère, pour ne pas rester seule avec cette peur qui m'étreignait, mais l'heure tardive et une certaine fierté mal placée m'en ont empêché, et j'ai finalement préféré attendre le lever du jour, recroquevillé sous ma couette, avant d'oser reprendre le fil de mes idées plus calmement. Le lendemain matin, épuisée mais déterminée, j'ai décidé de mener ma propre enquête sur cette femme, Madeleine, en me rendant directement à la mairie de mon quartier pour consulter les registres d'état civil et essayer d'en apprendre davantage sur son existence. L'employée municipale qui m'a reçue a d'abord semblé surprise par ma demande, mais elle a fini par accepter de m'aider en recherchant dans les archives locales toute information disponible concernant une femme prénommée Madeleine, décédée dans mon immeuble quelques années auparavant, selon les indications que je lui avais fournies. Après une recherche assez longue, elle a fini par retrouver un acte de décès au nom de Madeleine Lambert, âgée de 78 ans au moment de sa mort, sans famille proche mentionnée dans les documents disponibles, ce qui expliquait probablement pourquoi son corps n'avait été découvert que plusieurs semaines après son décès. J'ai ressenti une tristesse immense en apprenant ces détails, en imaginant cette femme âgée, seule dans cet appartement que j'habitais désormais, sans personne pour s'inquiéter de son silence prolongé, sans personne pour remarquer son absence avant qu'il ne soit malheureusement bien trop tard. L'employé m'a montré avec une certaine délicatesse une copie du dossier administratif et j'ai appris que Madeleine avait travaillé toute sa vie comme institutrice, qu'elle n'avait jamais eu d'enfant et que son mari était décédé bien des années auparavant, la laissant seule dans cet appartement pendant les 2 dernières décennies de sa vie, sans lien familial connu à proximité. L'employé m'a également signalé, presque en passant, qu'un voisin avait, semble-t-il, tenté d'alerter les services sociaux quelques mois avant le décès de Madeleine, en évoquant des inquiétudes concernant son isolement, mais que cette alerte n'avait apparemment jamais été suivie d'un véritable suivi ni d'une intervention concrète. Elle m'a précisé que ce voisin, un homme d'une 60aine d'années à l'époque, avait mentionné dans son signalement entendre régulièrement Madeleine parler seule à travers les cloisons de son appartement, tard le soir, sans que personne à ce moment-là n'ait jugé bon d'y prêter une attention suffisante pour intervenir concrètement. Cette précision m'a profondément marquée en réalisant que Madeleine avait probablement déjà cherché de son vivant une forme de compagnie ou de dialogue, peut-être en se parlant à elle-même faute d'interlocuteur, et que cette même solitude semblait aujourd'hui se prolonger d'une manière ou d'une autre bien après sa mort. J'ai quitté la mairie ce jour-là avec une détermination nouvelle, celle de ne pas simplement fuir ce phénomène comme je l'avais envisagé les premiers jours, mais de chercher au contraire à honorer d'une certaine façon la mémoire de cette femme dont personne, apparemment, ne s'était suffisamment soucié de son vivant. Cette information a renforcé en moi un sentiment de culpabilité étrange, une culpabilité que je n'aurais pourtant aucune raison rationnelle de ressentir, n'ayant moi-même jamais connu cette femme de son vivant, mais qui s'imposait malgré tout, comme si j'héritais avec cet appartement d'une dette morale envers elle. Je me suis assise un long moment sur les marches de la mairie avant de rentrer chez moi en essayant de mettre de l'ordre dans mes pensées entre tristesse et détermination, et c'est à ce moment précis, je crois, que j'ai décidé de ne plus considérer cette présence comme une menace, mais comme quelqu'un qu'il fallait enfin prendre le temps d'écouter. Ce soir-là, plutôt que de fuir la salle de bain comme je l'avais fait les jours précédents, j'ai décidé de m'y installer volontairement, muni d'un carnet et d'un stylo, avec l'intention d'essayer de communiquer plus directement avec cette présence qui semblait vouloir depuis des semaines entrer en contact avec moi. J'ai fait couler un bain très chaud pour générer suffisamment de vapeur et je me suis assis sur le rebord de la baignoire en attendant patiemment, le cœur battant, les mains moites malgré la chaleur ambiante, prête à affronter directement ce que je n'avais fait jusque-là que subir passivement. J'avais apporté avec moi une petite bougie, sans trop savoir pourquoi, comme un geste presque instinctif, une façon de rendre cette pièce un peu plus chaleureuse, et je l'ai posée sur le rebord du lavabo, juste à côté du miroir, sa flamme projetant une lumière douce et vacillante sur le carrelage blanc et bleu de la pièce.
Après quelques minutes, j'ai vu la vapeur commencer à recouvrir progressivement le miroir et j'ai observé, presque hypnotisé, une nouvelle série de lettres se former sous mes yeux, non pas tracées d'un coup comme je l'avais imaginé, mais apparaissant lentement, une par une, comme si une main invisible écrivait patiemment devant moi. Le message cette fois était différent des précédents. Il ne s'agissait plus d'un simple appel à l'aide, mais d'une phrase plus longue, plus construite. Personne ne savait, pouvait-on lire. Personne n'est venu. Merci d'être là. J'ai senti les larmes me monter aux yeux en lisant ces mots, comprenant enfin avec une clarté douloureuse ce que cette présence cherchait réellement à exprimer, non pas une menace, non pas un danger pour moi, mais simplement l'expression tardive d'une solitude immense, celle d'une femme morte seule, sans que personne ne s'en aperçoive à temps. Je suis restée assise longuement sur le rebord de la baignoire, la vapeur se dissipant peu à peu autour de moi, en repensant à tout ce que j'avais appris sur Madeleine depuis quelques jours, à cette vie que je ne connaissais qu'à travers des bribes administratives. Et j'ai ressenti pour la première fois depuis le début de cette histoire davantage de compassion que de peur face à ce qui se déroulait dans mon appartement. J'ai pris mon stylo et j'ai écrit sur une page de mon carnet un message que j'ai ensuite tenu levé face au miroir. « Je suis désolée », avais-je écrit. « Je ne vous connaissais pas. Mais je pense à vous maintenant, en espérant, sans grande certitude quant à l'efficacité de ce geste, que cette présence pourrait d'une manière ou d'une autre percevoir mes mots. » La vapeur, à ce moment précis, a semblé se comporter différemment, formant des volutes plus douces, moins agitées que les jours précédents, et j'ai eu l'impression, sans pouvoir vraiment l'expliquer, que quelque chose dans l'atmosphère de la pièce s'apaisait progressivement autour de moi. Les jours suivants, j'ai pris l'habitude de parler à voix haute dans ma salle de bain, non pas de façon systématique ni rituelle, mais simplement lorsque j'y pensais, en racontant parfois ma journée, en évoquant le quartier, comme on pourrait le faire avec une voisine discrète que l'on croiserait régulièrement sans jamais vraiment la connaître. J'ai aussi décidé à ce moment-là de fleurir un peu la fenêtre de la salle de bain en y installant une petite plante que j'ai choisie avec soin comme un geste symbolique, une façon d'apporter un peu de vie dans cet espace où une femme s'était éteinte seule, dans un silence que personne n'avait su entendre à temps. Les lettres ont continué à apparaître, mais de façon différente, moins fréquente, moins urgente, comme si le message initial avait enfin été transmis. Un matin, j'ai découvert un simple mot tracé dans la buée. « Merci », disait-il simplement, en lettres plus légères, presque douces, très différentes de l'urgence des précédents messages. Ce mot m'a bouleversé plus que tous les autres réunis, et j'ai compris à ce moment-là que quelque chose venait réellement de changer dans la relation étrange que j'avais fini par établir avec cette présence, comme si le simple fait d'avoir été entendu, après tant d'années de silence, avait suffi à apaiser une partie de sa peine. J'ai continué, dans les semaines qui ont suivi, à prendre régulièrement des nouvelles, en glissant parfois quelques mots dans mes conversations quotidiennes, en veillant à entretenir cette petite plante posée sur le rebord de la fenêtre et en gardant dans un coin de mon esprit une pensée bienveillante pour cette femme que je n'avais jamais connue de son vivant. J'ai aussi pris l'habitude, certains dimanches, de déposer une petite fleur fraîche sur le rebord du lavabo, un geste simple, presque enfantin, mais qui me semblait apporter une forme de douceur à cette pièce qui avait autrefois été le théâtre d'une fin de vie aussi solitaire que silencieuse. J'ai également décidé, quelques mois plus tard, de me renseigner sur les associations de mon quartier venant en aide aux personnes âgées isolées, et j'ai commencé à consacrer, chaque semaine, quelques heures de mon temps libre à rendre visite à des résidents d'une maison de retraite proche de chez moi, comme une façon concrète de prolonger ce que Madeleine m'avait, à sa manière, appris. Les lettres ont fini par se faire de plus en plus rares, puis elles ont cessé d'apparaître complètement, plusieurs mois après notre premier échange silencieux, sans que je puisse déterminer avec certitude si cela signifiait que Madeleine avait enfin trouvé une forme de paix, ou simplement qu'elle n'avait plus besoin de communiquer de cette façon particulière. Je ne ressens plus aujourd'hui la moindre peur en entrant dans ma salle de bain, même lorsque la vapeur envahit complètement la pièce après une douche chaude, et il m'arrive encore de temps en temps de parler à voix haute dans le vide, sans plus jamais recevoir de réponse écrite, mais avec la conviction tranquille d'être malgré tout entendu. J'ai appris à travers cette expérience étrange et bouleversante que la peur que nous ressentons face à l'inexpliqué cache parfois, derrière son apparence menaçante, quelque chose de bien plus fragile et de bien plus humain, un simple besoin d'être reconnu, d'être entendu, même après la mort, même par une parfaite inconnue. Je pense encore souvent à Madeleine, cette femme que je n'ai jamais rencontrée de son vivant, et je me demande parfois si d'autres, avant moi, ont ressenti sa présence sans jamais oser lui répondre, préférant fuir cet appartement plutôt que d'affronter ce qu'ils y percevaient. Et je me sens, malgré tout ce que j'ai traversé, reconnaissante d'avoir pu, à ma façon, lui offrir ce qu'elle attendait depuis si longtemps. Il m'arrive, certains soirs tranquilles, de repenser à cette première lettre floue aperçue dans la buée, ce simple M que j'avais d'abord pris pour une illusion ou un défaut du miroir,
et de mesurer avec un mélange de vertige et de gratitude tout le chemin parcouru depuis cette matinée d'automne où tout, sans que je le sache encore, venait de commencer. Je crois aujourd'hui que les fantômes qui nous effraient le plus ne sont pas toujours ceux qui veulent nous faire du mal, mais parfois simplement ceux qui n'ont jamais eu l'occasion d'être vus et qu'il suffit parfois d'un peu de courage et d'un peu d'écoute pour transformer une présence terrifiante en une rencontre profondément humaine. Merci infiniment de m'avoir écouté ce soir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne à la lueur de la bougie pour ne manquer aucun de nos prochains témoignages et je vous donne rendez-vous demain soir à la même heure à la lueur de la bougie.